Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Voilà, il y a plein de faits, d'histoires comme ça, où on se doit de les faire remonter parce que si c'est pas nous, qui va les faire remonter? Et en fait, c'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que la diversité dans les médias, elle est hyper importante. J'ai le plaisir d'accueillir Merwan Mehadi, journaliste. Merwan est passé par plusieurs médias, dont 2 ans et demi au Figaro, puis 3 ans chez AJ+, au Qatar. Et il a dernièrement rejoint Le Parisien. Dans cet épisode, Merwan nous décrit entre autres son métier, les efforts qu'il a dû fournir pour intégrer cette profession, et comment il est possible d'avoir un impact positif, quelle que soit la ligne éditoriale du média dans lequel on travaille. Maintenant, oui, le sujet islam, il a l'air d'être plus ou moins installé et on sait que ça marche. Donc, on sait que ça marche, ça veut dire qu'on sait qu'il y a du clic, on sait qu'il y a des vues. S'il y a des vues, c'est un sujet potentiel, un sujet qui va buzzer. Et donc, un sujet qui va buzzer, pourquoi c'est important? Parce que plus il y a de clics sur un site internet et sur ces pages articles, plus le sujet remonte et est viral, plus ça veut dire que le média derrière peut vendre plus cher son encart publicitaire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers si tu souhaites m'aider à préparer des questions à l'avance pour les prochains invités. Le lien est en description. Bonne écoute. Ok, super. Bismillah. Tu m'entends bien, toi? Ouais, très bien. Et toi, tu m'entends bien? J'ai fait Très exprès de très prendre bien. un casque Ouais, micro. merci. Et je vois les efforts. Bon bah écoute, salam alaikum wa rahmatullah, Marwan. Allez, comme Salem. Je suis très heureux de t'accueillir sur ma chaîne de podcast Muslim Makers. Merci à toi. Pour commencer, Marwan, je te propose de te présenter et de dire un maximum ce que tu veux sur toi en 30 secondes. Ok. Alors, moi, je m'appelle Meron Mehadji, j'ai 26 ans. Je suis journaliste social média, journaliste réseaux sociaux, community manager. On m'appelle un peu avec plein de noms différents. Ça fait quelques années maintenant que je suis journaliste et je suis passé par plusieurs médias, que ce soit magazine, web, presse écrite et vidéo. Et j'ai été souvent amené à travailler dans les réseaux sociaux des différents médias. Et puis, je suis français de la Seine-et-Marne et j'ai aussi bossé à l'international, notamment au Qatar. Quelque chose d'intéressant dont on avait parlé au téléphone il y a quelques jours, tu me disais que le métier de journalisme est très très varié. Donc Hmm. avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de nous présenter un peu les différents métiers du journalisme pour qu'on puisse te situer toi et qu'on comprenne un peu les différentes spécialités qu'il peut y avoir. Le métier de journaliste, en fait, il est hyper varié. Derrière le mot journaliste, les gens pensent qu'il y a un métier, mais en fait, il y en a franchement une cinquantaine, voire une centaine. Déjà, en fonction du média, que ce soit de la télé, de la radio, un site web, un magazine, il y a déjà beaucoup de métiers différents. On ne fait pas la même chose à la télé, on présente à la télé. Sur la radio, à la radio, on va parler dans un micro. Donc déjà, l'aspect technique est différent. Mais même derrière, en fait, journaliste, c'est faire de l'info. Et il y a plein de manières de faire de l'info. Celui qui est sur le terrain et va parler avec les personnes, c'est un journaliste. Celui qui est dans sa rédaction, enfin sur son plateau télé, pour présenter les informations à la population, c'est un journaliste. Mais celui qui est derrière aussi sur les réseaux sociaux d'un média et qui doit publier les articles ou les vidéos qui arrivent au fur et à mesure en choisissant le bon titre, la bonne photo, ça aussi c'est un journaliste. Mais c'est aussi le monteur vidéo qui va rester et qui va pas aller sur le terrain et qui va devoir faire le montage d'une vidéo avec le journaliste ou sans le journaliste d'ailleurs, lui aussi, c'est un journaliste. Donc on peut appeler ça de différentes manières, community manager, monteur, SR, secrétaire de rédaction, celui qui corrige. Mais en vrai, tout ça, c'est des métiers du journalisme. Et quand on rentre dans un métier du journalisme, dans un de ces métiers-là, est-ce que c'est possible de bifurquer, de changer, est-ce qu'il y a des passerelles possibles? Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de la personne, mais aussi du média dans lequel tu es. En vrai, moi, j'ai eu la chance d'être dans des médias où à chaque fois, j'ai eu la liberté de pouvoir passer d'un pôle à l'autre, ou en tout cas d'avoir des missions qui touchaient un peu à plusieurs pôles. Après, il y a des médias, comme dans toutes les boîtes du monde, qui aiment bien mettre les gens dans des cases et ne pas laisser les gens bouger d'un service à l'autre. Mais franchement, je pense que ça va plus dans la tendance inverse. Plus tu en demandes et plus on te fait faire des choses différentes. Après, c'est aussi à nous de de pas nous enfermer dans des cases. Ouais. Mais par exemple, passer de social media manager à reporter de guerre, j'imagine que c'est pas évident.
C'est pas quelque chose. Alors, j'ai pas d'exemple en tête aussi radical, mais je vois très bien des journalistes sport qui ont passé 15 ans à suivre le PSG et tout ça, et qui au bout d'un moment disent, bon bah voilà, moi je voudrais passer au service culture ou au service société. Ça se fait. Donc tu vas avoir D'accord. un journaliste qui faisait l'interview, je sais pas, d'un joueur de foot pendant des années, et puis un jour tu le retrouves à l'Assemblée nationale en train de suivre d'autres sujets. Ça, c'est possible. Hmm. Ok, super. Du coup, pourquoi as-tu décidé de devenir journaliste? Est-ce une vocation? Alors, c'est marrant parce que c'est une question à laquelle j'avais répondu en première année de journalisme, je me souviens. En fait, ça a commencé très très tôt. Bon, déjà tout petit, je voulais faire opticien. Je sais pas pourquoi j'avais une obsession pour les lunettes, sûrement pour Harry Potter. Mais non, l'idée m'est venue en sixième. Donc c'est super tôt. Et en fait, ça s'explique comment? C'est juste parce qu'au collège, il y avait le club journal. Et je me suis inscrit, donc j'avais 10-11 ans. Et pendant 3-4 ans au collège, j'étais rédacteur pour le journal du collège, donc avec des articles très, 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 très drôles sur Tokyo Hotel et tout ça. Mais donc, du coup, ouais, très tôt, j'ai commencé à écrire des articles, j'ai commencé très tôt à avoir une conférence de rédaction et j'aimais déjà l'univers du journalisme, le fait de ne plus avoir d'intermédiaire entre moi et l'information. Je voulais directement écrire quelque chose et que les gens puissent lire et dire ah ouais, je savais pas. Et ça, c'était un truc très tôt, ça m'est venu et en fait, c'était évident. C'était Hmm. évident et j'avais pas pensé à un autre métier, donc c'était soit ça, soit rien. Ok. Tu as écrit pas mal d'articles, euh, parfois pour défendre ou mettre en avant des injustices, notamment liées aux minorités. Euh, Est-ce que tu te considères comme un journaliste engagé? En fait, c'est marrant parce que le terme journaliste engagé, j'ai l'impression que parfois c'est comme le mot féministe. On a l'impression que c'est un gros mot, qu'il faut pas le dire. Mais oui, oui, je pense que je suis un journaliste engagé à partir du moment où on a des convictions et que voilà, quand il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, on se dit il faut en parler. Il faut en parler pour la cause. Il faut mettre en lumière les sujets qui ont pas eu le mérite d'être mis en lumière, alors que ils sont bien plus importants que des sujets qui reviennent régulièrement dans les médias. C'est intéressant de revenir un peu sur de parler de la définition de journaliste engagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire un journaliste avec des opinions, qui est intéressé par certains sujets? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? En fait, moi, je pars du principe que la neutralité totale, elle n'existe pas. Mhm. Enfin, même si tu veux essayer d'être hyper neutre, il y a toujours un biais. La manière dont tu vas l'écrire, la première phrase par laquelle tu vas commencer, ce qu'on appelle une attaque dans un article en journalisme, euh, tout a un biais en fait. Donc, viser une neutralité qui n'existe pas, bon, c'est un peu se leurrer. Et à partir du moment où on est OK avec ça, en se disant, voilà, la neutralité, elle n'est pas possible, moi, j'ai une grille de lecture. Voilà, j'ai une grille de lecture Mhm. qui est due à bah, là où j'ai grandi, mes opinions politiques et religieuses. Voilà, donc il y a un biais, il y a un filtre que chaque journaliste a et qui est différent. Maintenant, il faut être le plus honnête possible, mais il ne faut pas se leurrer en disant, voilà, moi, j'ai grandi avec telle vision du monde et ça va transpirer un minimum dans mon travail. Oui. Donc voilà. Après, ce qui est toujours marrant, c'est que le journaliste engagé ou en tout cas qui ose dire ses convictions et qui va traiter de sujets qui lui tiennent à cœur, souvent on le critique que quand c'est une partie des journalistes. Enfin, à longueur de journée, on a des éditorialistes, on les appelle comme ça. En gros, c'est juste des journalistes qui donnent leur opinion. Mais là, c'est plus du travail. Là, c'est juste, je donne mon opinion, peu importe les chiffres et les faits. Et donc, du coup, ça devient plus une discussion de comptoir plus qu'autre chose. Mais enfin, je sais pas, sur une chaîne qui est la numéro 16, pour ne pas la citer parce que je la boycotte, euh, euh, chacun donne son avis comme pas possible. Et à aucun moment on dit, ah, c'est un journaliste engagé, il devrait plus bosser dans les médias. Non, il est dans un média identifié, on sait la ligne éditoriale du média, et puis voilà. Mais quand il y a, je sais pas, un Taha Bouafs ou un Louis Witter, ou une Siam Asbag, c'est drôle de voir des gens dire sur Twitter ah non, non, mais eux, ils représentent pas la profession, c'est pas des vrais journalistes. Bah ouais, mais pourquoi? Juste parce que leur opinion politique, religieuse,
est différent. Enfin, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parmi les personnes qui ont des idées bien, je veux dire, qui donnent leurs avis sur des idées personnelles, qui sont sur des avis bien tranchés, on est soit du côté du buzz, soit du côté de l'engagement réel. Juste pour rebondir sur l'espèce de politique du buzz, je pense que c'est un cercle vicieux en fait, parce que les médias ont du mal à survivre sans la publicité. Donc, du coup, il faut faire du clic, il faut faire des vues. Mais pour faire des vues et faire du clic, il faut faire des sujets qui vont être potentiellement vus et cliqués par les internautes et les téléspectateurs. Et donc, du coup, on arrive régulièrement, enfin rapidement plutôt, à des sujets buzz ou un débat dont on sait que les gens sont pas d'accord. Et enfin, c'est vraiment pas sain en tout cas. Oui. Donc, explique-nous un peu comment tu as réussi, toi, quel a été ton parcours pour devenir journaliste? Alors, j'ai fait un bac S et après mon bac, je suis allé directement en école de journalisme post-bac. Donc, c'était une école privée que j'ai fait pendant 3 ans. Et pendant ce bac plus 3, j'ai fait à peu près 7 à 8 stages. Donc, tous les étés, je passais mes étés entiers dans les rédactions parisiennes. Bon, j'avoue que c'est pas facile au début quand t'as pas de réseau. Dès que tu arrives dans ce métier ou en tout cas dans ces études, on te parle directement du mot réseau. Il faut réseauter, il faut avoir un réseau, il faut avoir un carnet d'adresses. Moi, je débarquais de ma Seine-et-Marne. Personne dans ma famille était journaliste, ni dans mes amis. Enfin, moi, journaliste, c'était un grand mot, mais je connaissais personne. Donc vraiment, je suis vraiment passé par la fenêtre. C'est ce qu'on dit souvent dans les premières années d'études, c'est le journaliste, il n'arrive pas à rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre. Et c'était vraiment ça, parce qu'au début, bah, le premier stage, tu envoies ton CV, tu n'as aucune expérience, à part vendeur à Carrefour Market. Enfin, personne n'a envie de te prendre, quoi. Donc, Hmm. donc, il faut redoubler d'efforts, surtout au début. Il t'envoie ton CV à toutes les rédacs, quitte à faire un stage qui t'intéresse pas énormément. Mais en tout cas, tu as déjà un premier nom de média sur ton CV. Et puis, ce premier nom de média, il t'amènera vers un autre, vers un autre. Il faut saisir ta chance et il faut vraiment bosser pour vraiment, un, te faire remarquer et deux, travailler pour toi t'améliorer pendant tes études. Comme ça, après, tu seras le plus facilement embauchable, si je puis dire. Mais Hmm. ouais, pendant mes 3 ans, j'ai enchaîné les stages. Donc, du coup, j'ai commencé par le Film Français Magazine. Donc, voilà, j'ai commencé comme secrétaire de rédaction. Donc, c'est celui qui corrige les articles. Je faisais aussi un peu la maquette. Et en fait, ça tombait pile au moment du Festival de Cannes. Je crois que c'était en 2013. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui restait à Paris, puisqu'ils descendaient tous à Cannes. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, au bout du couloir, puisque c'était le groupe Mondadori, à quelques mètres, il y avait un autre magazine, Téléstar. Et donc, du coup, pendant mon stage, je postule à l'autre en disant, bah voilà, dans 2 mois, j'ai terminé avec eux. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Ils m'ont dit, bah, on n'a jamais pris de stagiaire, mais bon, vas-y, pourquoi pas? On a toujours besoin de quelqu'un l'été. Et puis, j'ai continué comme ça. Et puis après, j'ai commencé à écrire des articles sur le site. Puis mon stage s'est terminé. Et à l'époque, je suivais une émission de télé-réalité sur TF1. Et donc, du coup, une fois que mon stage s'est terminé, ben, on m'a pris en pige. Donc, du coup, c'était pour poursuivre ce que j'avais commencé. Et donc, la pige, ben, voilà, là, tu es vraiment rémunéré. Donc, c'est pas comme un stage. Bon, c'était 1 ou 2 piges, hein, donc c'était pas grand-chose. Mais bon, c'était déjà un premier cachet. Donc, du coup, c'était encourageant pour la suite. Puis après, en parallèle, j'ai fait un DU en arabe littéraire à la Sorbonne Nouvelle. Hmm. Euh, donc ça, c'était en 2e année de journalisme. J'arrivais encore à caler les deux. Et puis, je suis entré en stage au Parisien. Donc là, c'était en local, donc c'est-à-dire qu'il y a le Parisien national, et ensuite il y a tous les bureaux locaux en Île-de-France. Et donc, je suis rentré à celle du 77. Et donc là, j'étais reporter, donc j'écrivais des articles pour le journal. Tous les jours, il y avait un article qui sortait. Donc là, c'était un exercice encore différent, mais c'était vraiment, vraiment formateur. Et moi, j'aimais beaucoup, beaucoup l'info locale. Donc, je me suis éclaté là-bas. Après ça, je suis entré aux réseaux sociaux du Figaro. Mhm. Ensuite, je suis entré à la rubrique télévision et radio du Monde. Et ensuite, je suis revenu au Figaro, cette fois au service télé, avant d'entrer en alternance pendant 2 ans
aux réseaux sociaux chez qui j'étais un an plus tôt. Et donc là, j'ai fait mes 2 ans d'alternance avec Le Figaro. À côté, j'étais en master communication digitale. Et puis après, voilà, la machine était lancée. Tu as cité les 8 rédactions où tu as fait des stages. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de commun ou c'est quelque chose que tu as voulu faire plus de stages que la moyenne pour avoir plus de chances d'intégrer une rédaction après, plus tard? En fait, il y a deux choses. Déjà, comme j'allais dans une école privée et qu'elle coûtait très cher et que mes parents avaient contracté un prêt que ensuite j'ai récupéré, mais en tout cas, oui, il y avait cette notion d'argent qui était sur mes épaules, je me devais de devenir journaliste juste pour le prouver à mes parents et je ne pouvais pas leur faire faire tous ces sacrifices et moi-même, parce que je travaillais aussi le week-end à côté de mon école. Dans une piscine, donc rien à voir avec le journalisme. Mais donc du coup, il y avait cette pression d'argent qui faisait que je devais devenir à tout prix journaliste. Donc déjà, j'avais cette pression. Donc je ne pouvais pas me dire, bon, bah vas-y, tel été, je vais partir en vacances avec mes amis. Déjà, je ne pouvais pas me le permettre financièrement, mais aussi parce que je me disais, si je pars en vacances, c'est des semaines en moins à travailler dans les rédactions et donc du coup à faire mon CV. Donc du coup, je me suis dit, pendant toutes ces années-là, je ne pars pas en vacances et je passe ma vie dans les rédactions à travailler. Deuxièmement, comme j'ai dit, j'avais pas de réseau. Donc, il fallait que je me crée moi-même mon propre réseau. Et dans ma classe en école de journalisme, j'avais plein de personnes. Oui, bon, disons-le, c'était des filles et fils à papa. Ils entraient directement chez Canal dès la première année alors qu'ils n'avaient aucun réseau. Pardon, Mhm. c'est leurs parents qui avaient un réseau. Oui. Donc, du coup, moi, je sentais qu'il y avait déjà un déséquilibre dès le départ. Donc, Oui. du coup, il fallait que je pallie à ce déséquilibre. Donc, ouais, je me suis mis à faire énormément de stages pour me mettre à niveau, on va dire. Et puis D'accord. pour pas regretter. Je voulais pas regretter plus tard en me disant, mince, je suis pas devenu journaliste, mais en même temps, c'est ma faute, j'ai pas fait tous les efforts pour. D'accord. Super. Donc après ton alternance chez Le Figaro, tu as rejoint AG+. Alors après mon alternance au Figaro, j'ai été embauché. Oui, Donc, d'accord. j'ai continué au Figaro et ensuite, à la fin d'un CDD, j'ai fait le choix de ne pas renouveler avec le Figaro parce que justement, j'avais eu l'offre AJ+. C'est ton DU en arabe littéraire qui t'a aidé Même pas, puisque en Ouais. vrai, même si la rédaction est basée à Doha, le parler l'arabe, c'était pas un critère obligatoire, c'était un Ok. plus. Et même sur place, après, juste pour sortir du média, mais la vie qatari, l'arabe est pas hyper présent en vrai. Il est présent, mais c'est pas essentiel, quoi. Tu peux y aller et ne parler qu'anglais, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc l'anglais quand même, c'est important. Tu as fait plusieurs expériences dans plusieurs médias. Chaque média que tu as cité a différentes lignes éditoriales, lignes politiques. Est-ce que la ligne politique des médias a eu un impact pour toi? Parce qu'on sait notamment le Figaro est plutôt orienté droite. Si je me trompe, Oui, bah c'est rappelle-moi ça. si je me trompe, hein. Oui, oui. Je ne pense pas me tromper. Non, tu te trompes pas. AG+, c'est complètement différent. Euh, Est-ce que la ligne éditoriale de ces médias ça a eu une importance pour toi dans ton choix? Alors, comme j'ai dit, quand on cherche à faire du réseau et à se faire son expérience, j'avoue qu'au départ, j'étais pas tant porté sur la ligne éditoriale des médias dans lesquels j'allais. Bon, évidemment, je n'allais pas à valeur actuelle non plus, mais j'avais pas ou peu conscience de l'importance. Mais en fait, je me disais, bon, pour le moment, tu cherches juste à trouver du boulot, à te faire ton expérience. Donc, je veux dire, en fait, c'est presque un luxe de pouvoir se dire je vais choisir tel média par rapport à telle ligne éditoriale. Surtout au début. Et donc non, en fait, je pense que c'est même pas une question que j'avais euh, conscientisée, en fait. Oui, J'y allais et j'y allais et puis c'est tout. Après, effectivement, quand on est dans le média, au bout d'un moment, on se rend vite compte que la ligne éditoriale, elle n'est pas hyper proche des convictions qu'on a. Bon, après, pour citer le Figaro, clairement, j'étais pas au Figaro en me disant voilà, je suis dans une rédaction de droite, c'est génial, tout va bien. J'étais plus en train de me dire ouais, le Figaro, voilà, c'est le journal numéro 1 de France, c'est le plus ancien, donc dans mon CV, c'est quelque chose de hyper important. Et même au niveau de mon expérience, c'est génial parce que j'ai pu participer à des événements tels que les élections françaises, les élections américaines, les attentats. Donc j'étais au
cœur de l'actu dans une rédaction énorme. Mhm. Et donc, j'étais plus en train de me dire, oui, super, je suis en train de gagner de l'expérience dans un journal historique. Mhm. Après, j'étais au service web, donc si tu veux, la fracture politique, elle est un peu moins ancrée que sur le print. Mhm. Mais après, oui, effectivement, il y a toujours un peu ce côté conservateur que peut avoir le Figaro à certains moments dans certains sujets. Mais après, j'ai l'impression que c'est assez défini dans certaines rubriques, type Figaro Vox, plus que dans l'actu gêné. Donc, ça se ressent un peu moins quand on est dans le web. Mais effectivement, qu'il y a. Enfin, je suis tombé sur plein d'articles où j'étais vraiment pas d'accord. Donc, il y a une espèce de conflit intérieur où je me suis dissocié de Mhm. moi, Merwan, et mes opinions, et moi, Merwan, journaliste. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mhm. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et je savais plus ou moins dans ma tête que c'était pas un journal dans lequel j'allais rester toute ma vie. Oui. Après, je sais pas combien de temps j'allais rester. Je me sentais y aller pour quelques années, Mhm. mais voilà, j'ai pas eu trop ça. Mais c'est vrai que ça a dû surprendre que je passe du coq à l'âne, enfin du tout au tout. Je suis passé du Figaro à AJ+, AJ+, qui est du coup un média engagé, qui disent Voice of the Voiceless, la voix des sans-voix, donc pour parler de toutes les discriminations, pour parler d'une société inclusive, voilà. Donc c'est sûr que parler du voile, on ne le parlait pas de la même manière chez AJ+, et au Figaro. Oui. Euh, bon, c'est sûr que je me sentais plus proche des valeurs d'AJ+, mais pour moi, c'est pas une antithèse dans mon CV. Pour moi, Mhm. c'est de l'expérience. Et puis après, Oui. on a nos propres convictions. Et puis après, comme j'ai dit, c'est un luxe d'être dans un média où on a où on a les opinions qui sont aussi proches de celles qu'a le média. Ok. Donc, vu que tu as une expérience dans deux types de médias vraiment opposés, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut être utile et avoir un impact positif pour la société, ainsi que pour la communauté musulmane aussi, en étant journaliste dans un média, que ce soit dans un média comme Le Figaro ou un média comme AJ+. Je pense enfin, je pense avoir agi de la même manière, avec pas forcément les mêmes armes, mais ça se traduit de la même manière, c'est-à-dire, voilà, essayer d'écouter la communauté au maximum, Mhm. euh, et de remonter les, les, les peines, les histoires. Voilà, quand il y a un ami ou un cousin ou un voisin ou peu importe, même un inconnu qui te contacte sur Twitter ou Instagram ou autre et qui te dit voilà, il y a telle histoire qui se passe à tel endroit et ça concerne tout le monde parce que voilà, c'est un acte islamophobe ou enfin, je sais pas, plus récemment, il y a un collège-lycée privé à Paris qui est fermé pour séparatisme, le lycée MHS, Mhm. alors que c'est un lycée inclusif qui n'est pas du tout musulman, mais parce qu'à l'intérieur, il y a plein de filles voilées qui viennent étudier parce on les accepte avec leurs signes religieux. Voilà, il y a plein de faits, d'histoires comme ça, où on se doit de faire remonter parce que si c'est pas nous, qui va les faire remonter? Et en fait, c'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que la diversité dans les médias, elle est hyper importante. C'est parce qu'il y a des histoires qui seront toujours passées sous silence ou qui seront c'est même pas passées sous silence, elles passeront même pas à la barre ah, on a entendu parler de ça. S'il n'y a pas de diversité dans les médias, parce que de fait, on fréquente pas les mêmes milieux, on fréquente pas les mêmes personnes, et puis voilà, il y a des histoires qu'on entend, je sais pas, que ce soit à la mosquée, dans un repas de famille, dans un groupe musulman sur Facebook, que d'autres personnes, blanches ou non musulmanes en tout cas, n'entendront pas. Donc du coup, notre, euh, notre rôle aussi, c'est de faire émerger ces histoires. Euh, voilà. Après, dans un média où la ligne éditoriale c'est AJ+, on n'a pas de complexe en fait en tant que journaliste racisé, musulman, à proposer ces sujets. Parce qu'on sait que l'audience va être réceptive et que même l'équipe est euh, euh, éveillée à ces sujets-là. Dans une rédaction parisienne, mais enfin, c'est même pas que le Figaro, hein, c'est une rédaction parisienne de manière générale. On est beaucoup plus timide parce que déjà on est en minorité, donc on ne sait pas comment les rédacteurs en chef vont recevoir l'idée de sujet. Euh,
bon, on est dans une société qui est de plus en plus inclusive, on a de plus en plus de sujets qui touchent les minorités, mais enfin, c'est pas encore gagné non plus. En tant que journaliste racisé, moi, je sais que j'avais une espèce de méthode, et je l'ai toujours, qui est un petit peu, je sais pas, peut-être on peut dire hypocrite, mais si j'arrive en conférence de rédaction avec des sujets et que j'ai un sujet islamophobie ou autre, je sais que je vais mettre 2 sujets avant, que je vais le mettre en 3 et puis que je vais en mettre d'autres derrière, histoire de le faire passer comme, enfin, c'est très bizarre comme réflexe, hein, mais je pense honnêtement ne pas être le seul à être comme ça, mais je sais pas, on a une espèce de crainte euh, vis-à-vis des rédacteurs en chef. D'accord. Du coup, toi, ton rôle, c'était d'écrire des articles ou de faire passer des articles qui sont déjà écrits. De manière Ouais. générale, Mhm. je suis à la fois journaliste sur le terrain et à la fois journaliste réseaux sociaux. D'accord. Mais la plupart du temps, dans les postes que j'ai eus, c'était réseaux sociaux. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste en, pour le Figaro, récupérer les articles du site qui me Mhm. semblent qui ont le meilleur potentiel viral, Ok. et ensuite de les mettre sur Twitter, Facebook et autres, et de retitrer de manière à ce que soit les gens commentent, soit les gens cliquent pour avoir l'info, soit partagent. En gros, voilà, c'est vraiment cet échange de communauté. Et Oui. donc, moi, je m'occupe de retitrer, changer le lancement qu'on peut voir au-dessus des photos des posts articles, et de changer la photo et de converser avec les gens dans les commentaires, en public et en privé. Voilà, ça, c'est la grosse part de mon job. Et l'histoire que tu disais juste avant, en réunion avec ton rédacteur en chef, c'est des titres d'articles qui sont déjà écrits ou c'est les tiens, c'est des sujets que tu proposes? Non, C'est quoi? ça va être des sujets que je propose à la rédaction. Après, on peut être amené à ce qu'un chef me dise, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai pas les bras pour faire cet article-là. Est-ce que toi, tu te sens chaud de le faire? Et là, c'est arrivé plusieurs fois que je dise oui. Mais la plupart du temps, c'est plutôt moi qui propose des sujets en disant, voilà, euh, faites votre shopping dans ce que je vous propose. Il y a des sujets vraiment potentiels. Vous les avez peut-être pas vus, mais en tout cas, ils sont hyper intéressants. Et parfois, c'est comme ça que tu arrives à avoir une exclue, en fait. C'est parce que dans ton propre réseau, tu as des gens qui te disent, voilà, j'ai telle histoire à te raconter, et puis tu tapes sur Internet et tu vois qu'il n'y a aucun média qui en a parlé. Donc, du coup, c'est un... Voilà. Ok, super. Euh, c'est intéressant ce que tu disais dans ton travail, c'est de sélectionner des articles pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux, les top articles. Est-ce que dans ton choix d'articles, c'est subjectif? Donc tu filtres par rapport à tes convictions personnelles ou bien par rapport vraiment aux topics les plus chauds? Il y a les deux. Honnêtement, il y a les deux. Je pense que voilà, il y a une espèce d'affinité avec certains sujets où on se dit ah ouais ça. Enfin, c'est marrant, mais parfois je lis un article et je me dis bon moi ça m'intéresse pas, mais je sais que hier j'étais à un repas et j'entendais tous mes potes qui parlaient de ça. Je suis sûr que c'est potentiel. Alors parfois tu peux complètement te planter, mais parfois ça peut être vraiment une manière de mettre en avant des sujets qui vont cartonner. Parfois moi je lis des articles où je me dis waouh, il faut que tout le monde soit au courant de cette information. Moi elle m'a hyper intéressé. Donc il y a cette manière-là de sélectionner. Mhm. Et puis il y a aussi la manière de, on voit qu'est-ce qui est trending sur Twitter, par exemple, le hashtag où les gens parlent en ce moment. Là, par exemple, hier, c'était les étudiants de Paris qui n'en pouvaient plus avec le hashtag mental breakup. Donc là, tu sais que voilà, tu vas faire passer des sujets euh, étudiants en galère, Mhm. précaires. Et puis il y a aussi bah, voilà, les outils Social Baker, CrowdTangle, voilà, de tracking où tu sais en direct qu'est-ce qui performe chez les concurrents. D'accord. Donc, est-ce que c'est une histoire qu'on a chez nous? Et si c'est pas le cas, bah, je vais aller dire à mes chefs, voilà, il y a tel sujet qui est en train de cartonner chez Ouest France ou chez BFM, chez Al Jazeera. Est-ce que ça vous intéresse de le reprendre vous sur le site? Et si c'est un sujet qu'on a déjà fait chez nous aussi, bah, de dire, ah bah voilà, je le passe rapidement sur les réseaux sociaux parce que c'est en train de spike à côté. Donc voilà. Et puis il y a aussi, voilà, sur le site sur lequel je travaille, je vois que les 5 articles les plus lus en direct, pas sur la journée ou la semaine, c'est en direct. Je peux voir combien de personnes sont sur tel article. Eh ben, je me dis, ah bah si les gens cliquent dessus à fond sur le site, bah, c'est que moi je dois le passer sur les réseaux. Voilà. D'accord. Et du coup, quand tu vois, j'imagine, des articles qui sont plus orientés contre tes valeurs, je sais pas, disons pour ne pas citer des articles qui mettent en jeu des personnes de la chaîne numéro 16, par exemple. Toi, tu as la liberté de dire
Voilà, moi, je ne veux pas le mettre en avant, tout simplement parce que je supporte pas leurs idées. C'est pas quelque chose que je souhaite mettre en avant. Alors, j'ai jamais eu le cas où on m'a dit, voilà, faudrait que tu passes cet article sur les réseaux et que j'ai lu l'article et je me suis dit, mais jamais de la vie je le passe. Ça a jamais et que je dise à la personne frontalement, non, je le passerai pas. Ça, c'est jamais arrivé, heureusement. Mais je pense que ça pourrait arriver dans le cas où je serais dans un média vraiment comme tu le cites, où je suis vraiment à l'opposé des valeurs. Ça m'est déjà arrivé qu'on me donne la chronique d'un éditorialiste condamné pour racisme, disons-le, et qu'on m'ait dit ah, elle marche bien sur le site, tu devrais la passer sur les réseaux. J'ai pas pris ça comme un ordre, j'ai pris ça comme une Suggestion. proposition, une suggestion, voilà, une suggestion. Et clairement, non, je ne l'ai pas passé. Mais là, oui, clairement, je peux dire c'est parce que je pouvais pas. Mon moi, à un moment, ne peut pas se dissocier non plus en trois. Et donc Hmm. là, pour moi, c'était beaucoup trop pour mes épaules de devoir me dire voilà, je dois passer tel sujet qui véhicule profondément une idée qui est vraiment à l'opposé de mes valeurs et qui est même dangereuse. Donc là, oui, je suis capable de dire non, même si j'ai jamais eu à le formuler. Est-ce que, en tant que personne engagée, musulmane, pas forcément musulmane, mais engagée, est-ce que c'est intéressant de rejoindre un groupe, un média où la ligne éditoriale est fixe, en fait? Où on Qu'est-ce que peut tu appelles par pas, fixe? bah, je sais pas, un journal orienté de droite ou de gauche, par exemple, où en fait tes avis sont en contradiction, enfin, avec beaucoup de ce qu'ils disent, et tu peux pas, en fait, en tant que journaliste, mettre les infos que toi tu voudrais mettre en avant. Je pense que je pense qu'il y a plusieurs questions dans cette question en fait. Et alors déjà, je pense que ce serait faux de penser qu'il n'y a pas des personnes, bon, par exemple musulmanes, qui sont pas dans des médias où la ligne éditoriale leur convient pas. Je pense qu'il y en a plein. Mhm. Déjà parce que, comme j'ai dit, c'est un luxe de pouvoir être dans un média où on se sent parfaitement à l'aise avec la ligne éditoriale, et aussi parce que il y a une réalité du métier qui fait que on est précaire. Il y a énormément de journalistes pour très très peu de postes. Donc c'est très compliqué de finir déjà journaliste. Ensuite, dans un média qui te rémunère à peu près correctement. Et ensuite, dans un média où la ligne éditoriale te correspond. Et ensuite, en CDI. Alors là, faudrait pas qu'on parle du CDI, mais le CDI, c'est aussi rare que du pétrole dans ce métier. Voilà, c'est pas facile. Donc du coup, je pense qu'il y a énormément de personnes, et pas que musulmanes, hein, déjà qui soient issues d'une minorité quelconque ou qui soient même avec des opinions politiques différentes. Euh, Par exemple, je suis certain qu'à Libération, il y a plein de journalistes de droite et qu'au Figaro, il y a plein de journalistes de gauche. Et ça, c'est pas un mythe, hein, et puis c'est pas quelque chose qui est non plus caché. Enfin, des gens sont pas là en mode ouais, je vote à gauche, mais je bosse au Figaro. Mais quelque chose qui se ressent un petit peu. Et puis c'est aussi bien d'avoir de la contradiction, d'avoir de la diversité au sein d'un média, parce que justement, quand tout le monde va dans le même sens et tout le monde se brosse dans le sens du poil, c'est pas non plus une bonne chose. C'est bien d'avoir de la contradiction. Et c'est aussi sain que dans une rédaction qui soit orientée de telle ou telle euh, opinion politique, qu'il Mhm. y ait des personnes avec un avis complètement différent. Oui. Après, évidemment que c'est bien plus confortable quand tu te sens parfaitement en accord avec les valeurs de la rédaction dans laquelle tu travailles. Mhm. Effectivement, quand j'étais chez Al Jazeera, il y avait une pression en moins en fait. Comme j'ai Mhm. dit, quand tu proposes des sujets, voilà, t'as pas de shame, tu vois, t'es là et tu dis voilà, ils vont être réceptifs. Mhm. De la même manière, euh, je sais pas si c'est que moi ou si c'est plein de personnes, mais être arabe, musulman et arriver dans une rédaction blanche parisienne, il y a un petit côté caméléon où tu as l'impression de devoir jouer un rôle différent du tien
te fondre dans la masse, si je puis dire. Donc du Oui. coup, oui, quand tu es dans un média qui te correspond complètement, tu oublies ça. Oui. Il y a des sujets qui reviennent très très fréquemment en France qui ciblent les musulmans. Ça revient extrêmement fréquemment. On a l'impression tous les quelques mois, hein. Surtout en 2020, ça a été assez intense. Euh, c'est quoi ta réaction en fait quand tu vois ces sujets qui reviennent et que enfin, tu peux rien faire en fait. Tu vois ces sujets qui sont traités et qui sont en sujet chaud, hot topic, et toi tu peux rien faire. C'est quoi ta réaction? En fait, au tout début, quand j'ai commencé ce métier, euh, j'avais l'impression que c'était normal, que c'était un sujet comme un autre et que c'était traité autant que les autres. Puis plus tu lis, plus tu es dans les médias et plus tu vois comment ça fonctionne et plus tu es dépassé et plus tu es fatigué. Et ça pèse sur ta charge mentale, ça pèse sur ta santé mentale. Euh, non, vraiment, c'est usant en fait. C'est usant et puis surtout, tu sais que c'est un sujet facile. Surtout quand tu vois les personnes qui traitent ces sujets, généralement, c'est jamais avec des bonnes intentions, c'est toujours pour faire du clic, c'est toujours pour les mauvaises raisons. Et non, en tant que... Enfin, tu fais quoi? Bah, tu t'indignes. Franchement, soit tu t'indignes, soit voilà, tu fais un tweet et puis c'est fini. Franchement, j'ai vraiment pas la réponse à ça parce que c'est toujours pas quelque chose qui est réglé. Et malheureusement, on est... Non, on est pris au piège avec ça en fait, hein. Sous prétexte qu'il y a des attentats commis par des personnes d'origine nord-africaine et qui disent être musulmanes, ben, on se permet tous les sujets racistes au possible pour parler des musulmans en France. Racistes ou essentialistes ou clichés. Enfin, je ne vais pas vous apprendre les articles qui sont publiés, même les reportages, hein, mais Mhm. on voit que je parlais de ce filtre, je parlais de ce biais. Bah, clairement, quand ces sujets ils sont traités par une personne non musulmane et ou raciste, bah, tu vois que le Mhm. sujet il n'est pas traité de la même manière. Oui. Et du coup, en tant que musulman ou en tant que personne qui souhaite réduire en fait ces inégalités, ce racisme, est-ce que tu as des recommandations? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire qui auraient un impact vraiment, vraiment positif, du type avoir plus de journalistes, rejoindre les grandes rédactions pour un peu faire balance avec les avis qui sont différents? Ou bien la ligne éditoriale des grands médias est déjà donc marquée sur la pierre et on ne peut pas faire grand-chose en fait? Je suis pas défaitiste. Euh, Après, en fait, ce qui est marrant, parce qu'en journalisme, il y a ce qu'on appelle des marronniers. C'est des Mhm. sujets qui reviennent tous les ans à la même époque. Par exemple, les sujets sur la galette des rois, on sait que chaque année, il y aura un sujet sur la galette des rois. Oui. Euh, ben, j'ai l'impression que les sujets islam, c'est un marronnier. Ça devrait pas l'être, hein, mais j'ai l'impression que c'est un marronnier. Alors, c'est jamais à la même date. C'est même très, très récurrent. C'est plus qu'un Mais, marronnier. euh, mais si c'est beau, c'est même plus qu'un C'est une marronnier. forêt, une forêt de marronniers. C'est une rubrique. C'est carrément une rubrique, tu sais. C'est un thème. Il y a les thèmes société, faits divers, puis il y a le thème islam. Non, plus sérieusement, je, c'est très clair et c'est certain qu'on a besoin de diversité dans les médias. Ça Mhm. commence seulement à bouger, mais ça bouge très timidement. Il faut vraiment, vraiment que ça bouge beaucoup plus et que ça bouge à tous les étages, que ça bouge pas que les petites mains. Voilà, il faut aussi que les gens qui soient sur le terrain, les gens décisionnaires, il faut de la diversité partout parce que ça enrichit le contenu, ça permet d'être moins cliché, mais pour tous les sujets, hein. Là, on parle islam, mais c'est pour tout. Sur les sujets handicap, sur les sujets sur l'antisémitisme, sur les Oui. sujets liés au racisme anti-asiatique, même sur les quartiers, les banlieues. Voilà, on parle toujours de la banlieue comme si, enfin, on parle toujours de la banlieue pour la même chose, hein. Pauvreté, délinquance, trafic de drogue. Donc c'est franchement, et même si même là ce que je dis c'est un peu caricatural, vraiment, si on tape banlieue sur Google News, on tombera sur beaucoup d'articles clichés, enfin sur les mêmes sujets. Donc oui, il faut de la diversité pour éviter les clichés, pour avoir des sujets différents. Voilà. Maintenant, oui, le sujet islam, il a l'air d'être plus ou moins installé et on sait que ça marche. Donc, on Mhm. sait que ça marche, ça veut dire qu'on sait qu'il y a du clic, on sait qu'il y a des vues. S'il y a des vues, c'est un sujet potentiel, un sujet qui va buzzer. Et donc, un sujet qui va buzzer, pourquoi c'est important? Parce que plus il y a de clics
sur un site internet et sur ses pages articles, plus le sujet remonte et est viral, plus ça veut dire que le média derrière peut vendre plus cher son encart publicitaire. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Quand on dit oui, ils font ça que pour le buzz, oui, parce qu'en fait, plus il y a de vues sur un site, plus le modèle économique est viable. Donc, du coup, c'est déprimant. C'est déprimant Ouais. parce que d'un côté, on essaye de militer pour un journalisme plus sain et plus représentatif et moins cliché. Et de l'autre côté, il y a toujours cette course au buzz. Donc, je ne suis pas défaitiste. Il faut forcer, il faut plus de diversité, il faut que les médias signent des chartes, voilà, il faut plein de choses, mais il faut que ça bouge. Est-ce que tu vois autour de toi, soit en France ou à l'étranger, des idéaux de médias qui sont plus sains, en fait, qui sont pas incentivés par le clic, mais juste par en fait la qualité du contenu? Je pense que tous les médias cherchent à faire du clic, à faire des sujets qui vont être le plus lus possible. Mais en même temps, ça semble logique, c'est pas un gros mot de dire que j'ai envie que mon article soit lu. Personne n'a envie Hmm. d'écrire un article qui soit lu par 10 personnes. Et de toute façon, c'est pas le but. Quand on est en conférence de rédaction, il faut faire un sujet qui touche le maximum de personnes. Sinon, on appelle ça des sujets de niche. Et généralement, c'est pas ce qui passe en premier. Euh, on veut que ça touche le maximum de personnes, que ce soit lu, que ce soit vu, parce que ça génère du clic, ça génère effectivement des recettes publicitaires meilleures, mais c'est aussi des abonnements. Donc, que ce soit n'importe quel média généraliste ou Mediapart, Les Jours, n'importe quel média qui n'est pas détenu par un milliardaire, mais qui fonctionne avec les abonnements, c'est le même principe. Il faut que les gens cliquent pour que le média soit utile. Et c'est logique. On sait que la représentativité des musulmans dans les médias est faible, on en a parlé plusieurs fois. Est-ce que tu penses que là, les choses vont dans le bon sens depuis les dernières années avec le fait que les personnes issues des banlieues sont de plus en plus intégrées, enfin, ont de plus en plus accès aux universités. Est-ce que tu penses que les choses vont dans le bon sens ou c'est pareil, ça n'a pas changé depuis 20 ans? Alors, depuis 20 ans, moi, je ne peux pas répondre à cette question puisque j'ai moi-même 26 ans. Mais Depuis que tu as 6 ans, est-ce que tu as vu non, des... non, mais c'est certain que par rapport aux années 90, même au début des années 2000, il y a un gros changement. Mais ça s'explique par les générations qui passent et qui grandissent sur le territoire français et qui, du coup, ont de plus en plus accès aux études supérieures. Ça, c'est clair. Euh, Ensuite, il y a une question de représentativité. Euh, il y a des études qui expliquent qu'un enfant s'imagine dans un métier quand il voit quelqu'un qui le représente, à qui il peut s'identifier. Et c'est sûr que des journalistes racisés, il n'y en a pas des masses. Et moi, quand j'ai commencé ce métier, mais c'est même pas quelque chose dont j'avais conscience, hein, mais rien que quand j'ai postulé à mon école de journalisme, j'ai regardé directement dans la brochure des alumni pour voir s'il y avait des Arabes. Et en fait, c'est Hmm. marrant, mais j'en avais pas conscience, hein. Enfin, j'avais conscience que je cherchais ça, mais j'avais pas conscience de du besoin d'identification. Ça, j'en avais pas conscience. Et c'est marrant parce que même mes oncles, mes tantes, ils me parlaient toujours Rachid Arabe, Rachid Arabe. Sur BFM TV, il y a Rachid Mbarki. Et puis sur France Info, il y a Jamel Mazi. Euh, je pensais qu'on me parlait d'eux par fierté, mais en fait, ça va même au-delà de ça. C'est que il y a même une question d'identification où tu te dis si telle personne elle est à la télé, tu peux t'identifier à cette personne. Et c'est la même chose pour les personnes noires. Le fait de voir un présentateur noir, bah, tu te dis déjà c'est représentatif de la population, et deux, moi aussi, ça peut être moi potentiellement plus tard. Et ça, c'est un rôle clé pour les enfants qui se construisent. Et à l'époque, j'avais appelé un étudiant de mon école qui finissait son cursus, qui est aujourd'hui un peu superstar de BFM TV et RMC, c'est moi, Mohamed Bouhafsi, qui est rédacteur en chef de la partie football, sport. Et donc oui, à l'époque, c'était avec lui que je discutais parce que j'avais besoin de m'identifier, de savoir comment c'est le métier quand on est arabe. Et voilà. Oui. Oui, il y a de Qu'est-ce que tu plus en avais plus. appris? Qu'est-ce qu'il avait...
Des conseils? Non, en fait, à l'époque, je l'avais appelé pour savoir comment était l'école. C'était plus un espèce de gage de validation pour qu'ils me disent Ouais, est-ce que l'école est bien, comment tu fais pour la financer, est-ce que c'est dur de trouver des stages. Voilà, mes premières questions par rapport au métier, c'était à lui que je les ai posées et il a été hyper cool. Il m'a répondu pendant 1 heure et c'est en partie grâce à lui que j'ai été dans cette école. Euh, mais, euh, mais même après, en fait, enfin, même c'est un truc même depuis l'enfance, je pense, c'est dès que tu arrives dans une classe, tu regardes la liste et tu te dis, ah, est-ce qu'il y a un nom étranger et que... Eh ben non. ouais, jamais. Bon, après, ouais, j'ai grandi en Seine-et-Marne, mais en fait, c'est marrant, mais de la maternelle jusqu'à mes études supérieures, je me suis, sauf en DU d'arabe, mais je me suis toujours retrouvé en tant que seul arabe de la classe. Ouais. Bref, je me suis un peu perdu dans la réponse. Euh, C'est important de savoir que pour toi, ça, c'était utile de t'identifier à... Franchement, j'en avais pas conscience avant, mais vraiment aujourd'hui, je me rends compte que l'identification, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je trouve ça. Enfin, avant que je parte au Qatar, je me souviens, il y a l'un de mes oncles m'a dit, ah, c'est génial, t'es un exemple pour ma fille et mon fils. Et j'avais pas trop compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Mais après, je me suis dit, ah oui, en fait, parmi toute la famille, donc il y a 3 générations qui sont en France, je suis le seul, je suis le premier à être parti travailler à l'étranger. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un événement de dingue. Alors oui, c'est pas commun de partir travailler à l'étranger, mais en fait, c'est surtout pas commun dans une famille, pas d'immigrés, puisque c'est nos grands-parents qui ont immigré, mais de descendants d'immigrés, de travailler à l'étranger, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et donc, du Oui, coup, je me suis dit, ah ouais, pour les enfants qui me regardent dans ma famille, ça peut être un champ des possibles. Parce que moi, enfant, je m'étais jamais dit, plus tard, je travaillerai à l'étranger. Donc, l'identification, elle est hyper importante. cool. Quelles sont selon toi les qualités clés qui t'ont permis d'avoir ton évolution de carrière? La première qualité qu'il faut, et je ne sais pas si c'est une qualité, une compétence ou quelque chose d'inné, mais il faut être curieux. Ça, c'est vraiment la base. On ne peut pas faire le métier de journaliste si on n'est pas curieux parce que ça prend de l'énergie. Euh, et c'est pas un dépassement de soi quotidien, mais presque, parce qu'il faut se renouveler tout le temps. Alors ça, c'est la beauté du métier, c'est que c'est jamais pareil. Tous les jours, il y a des sujets différents. Alhamdoulilah, pardon. Tous les jours, il y a de l'actualité différente et tous les jours, on est challengé différemment. Il faut être curieux, il faut aimer les gens, il faut aimer parler avec les gens parce que ça prend du temps d'aller chercher, tirer les vers du nez à une personne qui veut te raconter quelque chose mais qui n'a pas l'habitude des médias. Donc, que ce soit une personne qui est à ton âge, que ce soit un parent qui est la cinquantaine d'années et qui est démuni face à une histoire et qui arrive même pas à s'exprimer correctement, une personne de ta communauté, par exemple, qui a un français cassé, mais qui a besoin de raconter une histoire très, très importante, il faut être patient, aimer les gens et vraiment prendre le temps de discuter avec eux, que ce soit par un message privé, que ce soit en face à face ou que ce soit au téléphone. Parfois, il y a des personnes qui aiment beaucoup parler, de vous raconter une histoire pendant plus d'1 heure au téléphone, et toi, tu n'as pas le temps, il faut que tu écrives ton article, ou il faut juste que tu rentres chez toi et avoir ta vie. Donc, il faut vraiment réussir à avoir une belle balance de vie pour se dire, bon, il y a mon travail et ma vie perso, mais je ne vais pas être désagréable avec les gens qui vont me parler. Parce que c'est facile d'être désagréable. Il y a énormément de personnes qui t'envoient des mails, énormément de personnes qui t'appellent, beaucoup de personnes qui t'envoient des messages, qui viennent même parfois jusqu'au journal pour vous voir. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Mais du coup, parfois, on peut être un peu envahi par les sujets, mais donc c'est à nous ensuite de faire le tri. Mais il faut vraiment aimer les gens pour vraiment être à l'écoute. Parce que déjà, Ouais. on peut passer à côté d'une exclue ou d'un sujet hyper important. Et deux, juste, il faut être humain en fait. Il faut être Hmm. humain parce qu'il faut se dire que la personne derrière qui fait la démarche d'aller parler à un journaliste, c'est qu'elle sent que son histoire est légitime. Donc voilà, être curieux, être humain, être gentil avec les gens, garder sa personnalité, ça c'est important. Tout à l'heure, je parlais un peu du fait de se dissocier, mais en vrai, je pense qu'il faut rester soi-même. Il faut être un peu caméléon quand même pour essayer d'apprivoiser le milieu du journalisme majoritairement blanc.
élitiste, un peu bourgeois parfois, et il faut réussir un peu à comprendre ce monde qui n'est pas un monde commun non plus, un peu caméléon. Mais voilà, il faut avoir sa personnalité parce que ça va transpirer dans les idées de sujet, ça va transpirer dans la, dans la motivation qu'on a, et ne pas renier à la fois ses idées et à la fois ses pratiques. Si vous kiffez tous les jours utiliser Instagram, mais proposez aux médias dans lesquels vous êtes de gérer Instagram. Il n'y aura jamais personne meilleur que vous dans quelque chose que vous maîtrisez. Il y a toujours plein de personnes qui maîtrisent quelque chose, mais parfois on met des mauvaises personnes au mauvais endroit. Et si toi tu penses que telle chose peut être améliorée, c'est qu'il y a forcément une part de vérité. Et donc prépare, prépare ça. Et ensuite, va voir tes chefs en disant, je pense qu'il faudrait faire ça, ça, ça. C'est une proposition. Moi, je peux vous le faire si ça vous dit. Et franchement, la plupart du temps, ce sera bien reçu. Alors, je dis pas que parfois, il n'y a pas des chefs qui vont vous dire, non, non, mais reste à ta place. Mais bon, ça, c'est que c'est un mauvais chef. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer parce que, au pire des cas, bah, vous avez juste une évolution de carrière. Oui, j'ai rien à perdre de toute façon. Rien à perdre, Proposer jamais des rien à idées. perdre. Ok, excellent. Écoute, c'est un grand plaisir de partager ton expérience, d'en apprendre un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu aurais Merci à toi. des références à conseiller, des livres, des documentaires, ça peut être n'importe quoi, qui t'ont particulièrement marqué? Oh, dit comme ça, là, sur le coup, j'ai pas de référence. Je pourrais te les donner plus tard, mais donc du coup, ce sera pas dans le podcast, donc ça sert à rien. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est de vraiment avoir une lecture et de s'informer vraiment avec des médias différents. Alors, c'est bien d'avoir son média chouchou, de toujours, euh, de toujours suivre l'actualité avec un média précis. C'est bien. Mhm. Peut-être même qu'un jour vous y travaillerez, vous en savez rien. C'est possible, ça arrive. Euh, mais vraiment, soyez curieux, même dans votre manière de vous informer. Allez voir la presse internationale, même si vous ne maîtrisez pas la langue. Franchement, essayez d'aller sur des articles simples, ça existe. De la même manière que nous, on a de l'AFP en France avec des dépêches très très faciles. En anglais, lisez la BBC, je vous jure que c'est à portée de main. Et puis peut-être que vous passerez un petit peu plus de temps sur l'article. N'en prenez pas un non plus qui fait 10 pages, mais attardez-vous sur des articles en anglais. Déjà, ça va vous ouvrir l'esprit sur comment à l'international on traite l'actualité. Vous verrez que c'est assez différent. Euh, et puis même en France, regardez de la vidéo, écoutez un peu de podcast, écoutez un peu de la radio, regardez de la télévision. Après, s'il y a un média que vous n'aimez pas du tout, c'est pas grave, ne le regardez pas, vous forcez pas. Mais c'est bien d'être curieux. Moi, je sais qu'au lycée, par exemple, j'étais abonné au Parisien. Je lisais tout le temps les articles société, éducation, logement et la locale. Et puis, je me disais, purée, je connais rien en sport et en international, et ben, je vais me forcer tous les jours à lire au moins l'une des deux rubriques. Et ben, au fur et à mesure des mois et des années, ben, il y a plein de connaissances qu'on se met à avoir qu'on n'avait pas avant. Et puis après, ben, il y a plein de sujets qui avant nous paraissaient comme des hiéroglyphes, qui aujourd'hui paraissent beaucoup moins compliqués. C'est un peu comme les maths. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Marwan. Si un des Merci à auditeurs toi. souhaite te poser une question, te suivre ou te poser des questions, comment il peut faire? Je suis dispo partout sur Instagram, arobase, Merwan avec deux A, Merwane. Je suis sur Twitter, Merwan Meadji, je suis facilement retrouvable. Facebook, pareil, je réponds. Et puis voilà. Excellent. Écoute, Marwan, je te souhaite une excellente semaine. À toi aussi, Euh, et puis, je te remercie et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik. Inch'Allah. Merci, wa Salam fik alaikum. barakallah. Wa alaikum salam. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum. J'ai le plaisir d'accueillir Merwan Meadji, journaliste. Merwan est passé par plusieurs médias,
dont 2 ans et demi au Figaro, puis 3 ans chez AJ+, au Qatar. Et il a dernièrement rejoint Le Parisien. Dans cet épisode, Merwan nous décrit entre autres son métier, les efforts qu'il a dû fournir pour intégrer cette profession, et comment il est possible d'avoir un impact positif, quelle que soit la ligne éditoriale du média dans lequel on travaille.